d'autorité étatique ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Voilà, merci donc à Abolo qui assure la réalisation ce soir. Et nous commençons justement ce tour de table par vous, Issa Diawara. Vous êtes la personne la mieux indiquée, pourquoi pas, sur ce plateau pour aborder cette question avec nous. D'un côté, on parle d'arrestation de mercenaires et de l'autre, prise d'otages de soldats ivoiriens. Et puis, la CEDEAO est appelée, ou plutôt est touchée pour une autre médiation au-delà de ce que fait déjà Faure Gnassingbé du Togo. Finalement, qu'est-ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Il se passe qu'il y a un pays qui se bat pour sa souveraineté, il y a un autre pays. Aujourd'hui, je ne dis pas un pays, mais il y a un clan à la tête d'un pays qui est instrumentalisé pour empêcher cette souveraineté du Mali, qui bien sûr sera un cas d'école pour beaucoup de pays africains. Voici, M. Bachir, ce qui se passe. Sinon, vous confrontez les deux communiqués. Le communiqué, lui, par, je sais pas, le Conseil national de sécurité de M. Ouattara et le communiqué des autorités du Mali. Le communiqué des autorités du Mali que nous venons d'écouter cite des références, cite une correspondance de la MINUSMA qui a précisé, cette correspondance a laissé comprendre réellement que les éléments arrêtés ne sont pas de la MINUSMA. Premier point. Le Mali cite encore un officiel de l'Allemagne qui dit ne pas reconnaître ces hommes. En ce moment, ces hommes étaient venus pour qui? Dois-je rappeler comment où on parle? Il y a des militaires ivoiriens ici, au niveau de la MINUSMA, qui sont sans problème. Ils ne sont jamais inquiétés. Mais ces 49-là, ils étaient arrivés dans quel cadre? On demande simplement aux autorités ivoiriennes aujourd'hui, M. Ouattara et son clan, de clarifier la mission de ces hommes. Tout le problème, c'est à ce niveau. Que le clan Ouattara clarifie
qu'est-ce que, en tout cas, la position de ces hommes, l'avenir de ces hommes, c'est quoi leur mission? Ils n'ont pas de mission. Dois-je rappeler que quand ces hommes ont été interpellés à l'aéroport international Modibo Keïta, toutes les autorités ivoiriennes ont été appelées. Mais ils les appellent sont réussis automatiquement, ça c'est très normal. Et que toutes les autorités avaient dit ne pas les reconnaître. Et que c'est 48 heures après qu'il y a eu ces revirements. Et d'ailleurs, les autorités du Mali se disent encore surprises par ces revirements en 11 jours. En 11 jours de la part du clan Ouattara. Puisqu'au Togo, le clan Ouattara avait reconnu qu'il y a eu des manquements, il y a eu des trucs, ils avaient déploré, ils avaient regretté, ils s'étaient engagés à œuvrer pour la paix. Mais là où le bas blesse, puisque Ouattara n'est pas un homme de la parole, il pensait qu'il pouvait tromper ces colonels-là parce qu'il les voit jeunes, mais il fait erreur. Hein. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est dans Sylve de Corneille, c'est depuis le XVIIe siècle, hein, de ses mentors, les Français. Et ce que Ouattara oubliait, il pensait qu'il allait les rouler dans la farine en fait. Or, ces jeunes-là sont très malins. Ils ont mis Ouattara face à ses responsabilités. Il dit qu'il est décidé à œuvrer pour la paix. Or, il demande simplement à Ouattara de matérialiser ses discours. En quoi faisant? Rends-nous des hommes qui sont recherchés par la justice malienne. Karim Keïta, le fils de l'ancien président, qui a son frère Bouba Keïta, qui est libre de tous ces mouvements au Mali, ne pose pas de problème. Mais pourquoi Karim Keïta est recherché? Il est recherché pour l'assassinat d'un journaliste d'investigation au Mali. Il s'appelle Birama Touré. Ce monsieur a droit à la justice, oui ou non? C'est pour cette raison que Karim Keïta fuit. Boubou Sissé, on sait son audio avec l'autre là, Ouattara, et nous savons que monsieur qui était super ministre ici, à la fois premier ministre, à la fois ministre de l'économie et des finances, et qui nous a fait acheter des blindés en carton pour le budget de la France. On demande ce monsieur, nous demandons celui qui s'est, monsieur Camara qui s'est autoproclamé président en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara dit qu'il est engagé à œuvrer pour la paix. On lui demande de faire un signe dans ce sens. Et voici, il commence à pleurer. Voici toutes ses palpitations. Il court, il demande les renforts, je ne sais pas, à sa grande sœur, la CEDEAO. Et la CEDEAO va finir par demander les renforts à leur maman, qui est leur ONI là. Voici tout le problème. Ouattara a quel problème avec les Maliens en fait? Son problème est que c'est un monsieur qui est égocentrique, il est dans son agenda personnel, c'est un monsieur qui s'est joué du Oufouet Boigny, avec qui le seul point commun qu'il a d'ailleurs, c'est leur relation avec la France, mais Oufouet Boigny, il faut le reconnaître, malgré tout ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui a intégré les étrangers en Côte d'Ivoire. Et lui, Ouattara, il en a bénéficié. C'est comme ça qu'il est devenu Ivoirien. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'emprisonner les vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il a transformé la Côte d'Ivoire en république des voyous qui ont régné leur origine. Et aujourd'hui, qui s'approprient de la Côte d'Ivoire, ils jettent en prison. Vous savez, dans cette histoire, on ne finira pas d'en parler. Ouattara, en réalité, c'est l'erreur. Ouattara, c'est l'erreur de la nature. C'est l'erreur pour l'Afrique. Si nous disons la France, c'est notre mal. Ouattara aussi, c'est notre mal. Mais je pense, honnêtement, d'après mon analyse, Ouattara n'est pas dans la dynamique de faire libérer ces hommes. Il a peur de ces mercenaires, parce que beaucoup ne sont même pas ivoiriens, mais les 2, 3, 6 qui peuvent être ivoiriens, peuvent, déjà qu'ils ont pris contact avec le Mali, peuvent à leur retour préparer quelque chose contre son régime. Ouattara s'est impéré, il a peur de cela. Je pense que Ouattara maintient, en tout cas, il est dans ces semblants de bras de fer, pour essayer d'étouffer la communication autour de la plainte du Mali au niveau du Conseil de sécurité contre ses parrains Emmanuel Macron. C'est que l'oubli, Macron est en difficulté, il est en train de lui-même, Ouattara, de l'entraîner en difficulté avec lui, et je pense que les deux vont tomber ensemble. Ouattara, Macron ne tombera pas seulement, mais Ouattara va tomber avec tout son régime. C'est une question de jours, une question de semaines, voire de mois. Merci. En reviendant sur ce plateau, on poursuit avec vous, Président Bandakani, sur cette affaire qui oppose aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali, justement, qui, on le rappelle, lorsqu'on a écouté le porte-parole entre hautes casquettes tout à l'heure du gouvernement malien, il reste sur le terme mercenaires, les mercenaires qui ont été arrêtés. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, on parle d'innocence, du moins,
on se dit innocent et on parle d'ailleurs également de prise d'otages, justement, par le gouvernement malien. Diawara, il a tout démontré. Je crois qu'on ne va pas revenir sur des lieux communs. Ce sont des mercenaires, c'est établi. Tous les parrains de M. Ouattara, que ce soit l'ONU, que ce soit les Allemands, que ce soit la MINUSMA, l'ont désavoué. Comment négocier donc pour récupérer ces mercenaires? Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des choses, il y a ce qu'on appelle des situations, comment on dit ça, où, quel que soit le bout par lequel vous les prenez, vous êtes coincé. Oui. C'est le cas. Cette affaire, monsieur Ouattara. Ah, d'accord. Je le distingue de la Côte d'Ivoire. Ok, il y a une démarche diplomatique. Parce que ce n'est pas son pays, on se remet l'arrivée au pouvoir. Il y a une démarche diplomatique qui a été initiée, président Bandakani. Par le président Faure. Voilà. Et qui a abouti à une autre demande, quand même, du colonel Assimi Goïta. Oui. Une sorte d'échange de prisonniers, si on veut. Vous voulez vos mercenaires, on vous les donne. Donnez-nous aussi Karim Keïta, donnez-nous Bobo Sissé. Pourquoi est-ce que l'État ivoirien n'a pas accepté ce deal? Même la diplomatie a des limites. Oui. C'est-à-dire que dans cette affaire, M. Ouattara négocie, il est mort. Il ne négocie pas, il est mort. Il faut bien trouver une solution. Ben, c'est très compliqué pour lui. Alors, est-ce que la solution maintenant, c'est la CEDEAO? Parce que beaucoup de ses parrains sont mouillés. Oui. L'ONU est mouillé dans cette affaire. Comprenez-vous la démarche du président Ouattara quand il demande aujourd'hui à ce que cela soit mis sur la table de la CEDEAO? Ben, bien sûr, vous voulez que... Ben, c'est quoi? Il n'a que ça qui lui reste. C'est une diversion, mais il n'a pas autre choix. Parce que c'est même plus grave, parce qu'en mettant la CEDEAO, il va mettre la CEDEAO. Parce que dans la CEDEAO, un monsieur comme Macky Sall, il s'est bien mouillé dans l'affaire. Il est mouillé dans l'affaire. Et c'était un réseau mafieux international dans lequel l'ONU est impliquée parce que le système de ce qu'on appelle les forces de soutien, les contingents de soutien, c'est une mafia dans lequel les présidents mangent, les fonctionnaires onusiens au niveau place là-bas à New York mangent, beaucoup de gens bouffent dedans. Donc je te tiens, tu me tiens, je tiens l'autre et on se tient tous. C'est une affaire compliquée, hein? Ah, c'est une affaire compliquée. Et l'État malien dit que c'est du pain béni pour l'État malien. On dirait que c'est un don de Dieu. L'État malien dit, ok, je n'ai pas cherché ça, c'est venu me trouver, ok, d'accord. Alors, Abdoulaye Maïga a rappelé que cette affaire est purement judiciaire bilatérale, je suis en train de le citer, et donc le gouvernement malien n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire qui est la CEDEAO. Bien sûr, il faut rappeler ça, parce que quand le président Ouattara, M. Ouattara dit la diplomatie ivoirienne parle de prise d'otages, cette communication vise à corriger ça sur le plan formel. Alors, il n'y a pas de prise d'otage, c'est pas une prise d'otage. Vous dites pas une chose, 2 jours après, vous contredisez, vous vous reniez. Bon, M. Ouattara n'a pas de parole, on le connaît. On ne va pas revenir là-dessus, on le connaît. Moi, je pense qu'on est là dans une séquence, dans cette crise, qui, même si elle est bien circonscrite, n'est pas à isoler du contexte général dans lequel les deux pays se trouvent, évoluent. Oui. Donc c'est clair, il y a un régime malien qui dérange, n'est-ce pas, la communauté internationale. Il y a un régime malien qui n'a pas le profil que la communauté internationale veut en Afrique de l'Ouest. Il y a un régime malien qui est digne, qui a un cap qui est clair. La souveraineté du Mali, et tous les jours, et eux ils rappellent, ce n'est pas négociable. Que tous ceux qui veulent traiter avec nous doivent tenir compte de ce paramètre fondamental, le caractère non négociable de notre souveraineté. Ils disent il faut respecter l'État malien. Ils le disent tous les jours. Mais c'est un défi inacceptable pour l'Occident qui a assigné l'Afrique de l'Ouest, du moins au niveau de ses États, à un rôle géopolitique, à une division de travail géopolitique qui est claire. Être le cheval de Troie de la recolonisation du continent africain. C'est de cela qu'il s'agit. Si on sort ça de là, on est dans la distraction. L'enjeu du Sahel est connu de tout le monde, non? C'est tellement connu de tout le monde. Donc maintenant, c'est normal qu'on analyse en détail cette affaire. Parce que ça enseigne aussi les gens, ça enseigne l'opinion sur la réalité des Nations Unies, la réalité des missions de paix. Ça c'est bien, parce qu'il y en a qui croient que l'ONU c'est Dieu. Il y en a qui pensent que l'ONU c'est Dieu. Quand l'ONU c'est l'organisation immaculée qu'on ne touche pas. Il a fallu du temps pour que les Africains commencent à comprendre que l'ONU, en l'état, est une organisation criminelle. Je dis l'ONU, pas ses membres, pour distinguer les deux. Est une organisation criminelle. Il a fallu du temps. Moi, il m'a rappelé quand on commençait cette affaire ici, mais
tu prononçais le mot ONU, mais tu te souviens, ma chérie, c'était quelque chose de... C'était compliqué. L'ONU était entouré d'un halo de sainteté, pas possible. Voilà. L'intérêt, c'est que cette affaire-là a réussi à voir, montre aux gens ce que c'est que l'ONU, une mafia où les gens passent le temps à s'enrichir. Et j'ai rappelé, sur la base des rapports internes, des audits internes de l'ONU, que c'est l'institution internationale la plus mal gérée au monde, la plus corrompue, la plus mal gérée, comme les gens le savent. Sauf que les audits sont mis sur le tapis. Vous avez au moins 5 audits de l'ONU qui démontrent que, si vous les lisez, vous vous demandez comment on peut appeler cette organisation internationale. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, dans le cas présent, l'ONU et donc la MINUSMA a produit depuis son rapport, a dit que les mercenaires arrêtés ne faisaient pas partie quand même du contingent des Nations Unies. Oui, mais c'est la pratique. C'est la pratique. Qui paye l'effort de soutien? C'est l'ONU. Mais légalement, elle ne s'engage pas. C'est ça le jeu. Et tout à l'heure, il me disait, non, c'est le jeu. Parce qu'à la fin, c'est les Africains qui vont être les fusils. Vous allez assumer. Il faut toujours que les organisations internationales, bref, la suprématie blanche soit préservée. Mais c'est l'ONU qui parle de tout ça. Il joue le jeu. Quand vous dites qu'on donne un soldat, et puis par exemple 15 millions, et qu'on lui veut 500 000 francs, le reste de l'argent va où? Où va 14 500 000? Ça part où? Ce n'est pas le petit montant. Donc c'est une affaire qui a beaucoup, de... C'est grave, parce qu'il y a la question des primes des soldats. Mais, que des pays prélèvent une bonne partie, mais pas jusqu'à 99,%, comme ça vous empochez ça. Il y a des temps, on regarde que bon, on voit que bon, les frères des présidents ont des sociétés écrans, prélèvent ça n'a rien à voir. Pendant que les enfants des gens vont mourir au front, les fils de présidents, les cousins, les sœurs prélèvent de l'argent et roulent carrosse, mènent une belle vie. Cette affaire a plusieurs dimensions explosives. Bon, vraiment, alors, comme je disais tout à l'heure, l'État malien n'a pas cherché, il faut le dire. Comme le quartier, je suis resté chez moi tranquille. C'est venu me trouver. Oui. L'État malien n'a pas cherché pour voir quelqu'un. C'est M. Ouattara, dans la sous-traitance qui le lie à M. Macron, qui est dans son mercenariat habituel, et on l'a pris main dans le sac. On l'a pris main dans le sac. Qui peut encore défendre ce voyou? Mais là, il a saisi la CEDEAO. Qui peut défendre encore? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la CEDEAO va prendre cette saisie en considération? La Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO. Oui. Donc, la CEDEAO est-elle compétente dans ce genre d'affaires? Puisque les Maliens disent clairement qu'ils ne se sentent nullement concernés par cette procédure devant la CEDEAO, parce que c'est une affaire purement bilatérale et judiciaire bilatérale. Et juridique. Oui. La réponse est claire. Le Mali a réglé ça. La réponse est claire. Le Mali a réglé l'affaire. Bon, la CEDEAO est compétente pour bavarder. Mais elle peut également opposer des sanctions. On a vu, elle avait opposé des sanctions. L'objet sera quoi? L'objet sera quoi, la sanction? La sanction, le Mali, pourquoi? D'avoir attaqué les mercenaires. Bon, la CEDEAO n'est pas ça après. Hein. C'est une organisation complètement qui n'a aucun sens, qui n'a honte de rien. Donc, bon, ils peuvent le faire, ils n'ont pas honte. Hein. De dire qu'on sanctionne le Mali. Moi, si ce que j'ai entendu est vrai, je dis bien sous réserve. Ouais. Même le président du Nigeria a fait une sortie pour essayer entre guillemets de menacer le Mali. Je suis sous réserve que ça soit vrai. Ouais. Donc ça sera une incongruité de la part du Nigeria. En tout cas, on n'a pas l'information. Mais ça ne me surprendra pas. Cette affaire de casques, de machins, de casques bleus, de montagnes, c'est une mafia mondiale. Beaucoup de présidents sont impliqués dans ça. Je vous le dis, beaucoup. On le tient. Donc, à ce niveau, le Mali dérange un système qui est enraciné depuis dans des pratiques mafieuses. C'est une affaire grave, hein, parce que ça dérange. Parce que l'ONU, quand cette affaire-là, si on fout, que l'ONU est impliquée, un niveau extraordinaire, on va le montrer au secrétaire lui-même. Vous vous rappelez l'affaire de la Côte d'Ivoire, où, sur le prétexte d'un papier qu'on appelle certificat, on dit à un voyou, quelqu'un, de certifier les élections. John Guichol. Il en a transformé ça en une affaire pour gagner de l'argent, pas possible. Mais qui le protégeait? Ban Ki-moon. Vous remontez, si vous touchez John Guichol, vous remontez à Ban Ki-moon. Il se partage l'argent des milliards. Alors, la France, M. Ouattara, les rebelles ont permis à ces gars d'avoir tellement de milliards
qu'il certifie en dormant. Il certifie en dormant. Alors, ils n'ont pas gagné les élections, non seulement ça. Mais vous vous rendez compte à quel niveau l'ONU est allée? L'ONU est allée, a dit, main dans la main avec les rebelles pour renverser un président constitutionnellement installé. Je dis, vous voyez à quel niveau les gens sont allés. Oh, ces rebelles se sont singularisés par des pratiques criminelles de haut niveau. On évente les femmes enceintes, on enlève les fœtus, des violences pas possibles. Mais l'ONU n'a pas hésité. Pourquoi? La dimension affairiste, c'est-à-dire Yonggi Choi, se sert de la surface internationale des Nations Unies pour faire du braquage. Mais Bachir qui le protège. Alors, si comme vous le dites, et nous sortons par là, si, comme vous le dites, président Badakani, ces institutions internationales seraient impliquées de manière peut-être indirecte dans ce qui se passe au Mali, pourquoi est-ce que... Elles sont impliquées. Laissez-moi aller au bout de la question. Pourquoi est-ce que c'est à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara d'en assumer la responsabilité? C'est le fusible. Quel sort attend tous les traîtres? Tu peux parader un temps. Quel est ton sort? Tu n'es qu'un chien. Papier exact, on te tue, on te jette. Non, on est sur le derrière, on jette. C'est ça, Ouattara va subir ça. Il ne peut pas y échapper. Il faut quoi? Toute sa vie, c'est ça. C'est vrai que les mots sont un peu durs. Il n'y a aucun mot dur. Vous voulez préserver l'ONU, mais vous n'avez pas fait mieux que l'ONU elle-même. L'ONU est impliquée dans des mafias. C'est documenté, c'est référencé. C'est pour ça que les Africains n'ont pas savoir ça. C'est public, hein? Un peu de recherche, vous allez voir, c'est documenté. Des affaires très graves. Même les affaires de drogue, est-ce que vous le savez? Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Peut-être vous voulez qu'on parle. La Côte d'Ivoire, actuellement, là, il y a eu des missions de services de drogue américains, internationaux, qui ont abouti. On a arrêté des gens très haut placés en Côte d'Ivoire. Et ces gens très haut placés étaient liés à l'ancien Premier ministre décédé, paix à son âme. À qui allez-vous faire croire que le Premier ministre d'un pays à la tête d'une telle organisation de vente de drogue qui a pratiquement pris toute la vie d'Abidjan et les partis du pays et toute la sous-région et le président n'est pas au courant? À qui a-t-on fait quoi ça? Et quand vous voyez comment on a diligenté le dossier, dès que le gars disparaît, vous voyez comment on a blanchi le président Ouattara. On a tout fait pour le blanchir. Mais on le blanchit pourquoi? C'est une question qui restera pour Badakani. Remontez, allez voir. Merci. Non, attendez, ne me coupez pas, je chute. Remontez, vous allez voir. La CIA impliquée. Vous croyez que c'est une information que je dis que la CIA est le plus grand vendeur de drogue au monde? Ce n'est pas une information. Mais la CIA n'était pas une institution centrale de l'État américain. La CIA peut-elle va donc parler de la vente de drogue dans le monde et l'État américain ne le connaît pas. Le président américain n'est pas au courant. Vous continuez à demander que nous respectons ces institutions-là. Merci à vous, Président Badakani. Président Matomba. Alors, cette question, du moins, on nous dit que dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la question, justement, malienne sera débattue. On parlera du Mali, on parle d'au moins 2 réunions qui sont prévues dans ce cadre-là. Mais on sait également que depuis le Mali aussi a saisi la justice des Nations Unies contre la Côte d'Ivoire, on n'a toujours pas eu pour le moment de réponse. On s'interroge et on a l'impression que finalement la communauté internationale a déjà pris parti contre le Mali. Faudrait pas, je ne sais pas pourquoi vous êtes très surpris de voir le sujet des 49, si vous voulez, 46 soldats, oui, après les 3 autres 46 soldats refaire surface. Quand vous voyez ce sujet refaire surface, vous comprenez tout de suite. Vous savez, j'ai d'ailleurs écrit sur les résolutions des crises. Il y a une crise qui est très forte, qui se vit actuellement entre le Mali et la France. Et il se trouve que le Mali a porté plainte aux Nations Unies, au niveau des Nations Unies, contre la France. Vous vous souvenez que le président Ouattara avait appelé à la médiation du président Faure du Togo, qui a commencé une très bonne médiation, qui a d'ailleurs abouti à la libération de trois dames parmi les 49. Vous avez vu Macky Sall entrer aussi dans la danse de la médiation. Oui. Et certains chefs d'État, c'est-à-dire que le président Ouattara n'est jamais allé directement. Et il y avait déjà des prémices d'excuses.
Parce que quand vous suivez le discours ou alors le communiqué d'Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim, porte-parole du gouvernement, il dit 11 fois la Côte d'Ivoire a changé de version. 11 fois. Donc, pourquoi la Côte d'Ivoire qui hier était pratiquement en train de demander des excuses et reconnaître son tort, subitement change et dit nous voulons la libération sans délai. En réalité, c'est parce que c'est un moyen purement et simplement de distraction pour éviter de faire du sujet de l'ONU un sujet de l'heure, la plainte du Mali à l'ONU, un sujet de l'heure. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen pour essayer d'éteindre le sujet de la plainte. Il faut réveiller un autre problème. Comme ça, tout le monde, quand on parle du Mali, on voit les 46 otages, on voit. En fait, c'est une distraction pure et simple. Mais ce sont des affaires qui semblent être liées aussi. Parce que quand on sait... Non, Madame Siké, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire était sur le chemin de la demande des excuses. Ce n'est plus caché. Ça ne s'est pas fait dans une chambre. Mais subitement change. Vous croyez que qu'est-ce qui a fait changer la Côte d'Ivoire? Non, on a dit au président Ouattara, là maintenant, tu dois soulever ce sujet-là, nous allons continuer à t'appuyer. Pourquoi? Parce que derrière, il ne faut pas qu'on parle de la plainte. Il ne faut pas. Il faut que la plainte... Heureusement que nous ne sommes plus à l'ère des temps où les médias n'existaient plus, ou encore même avec la vitesse des réseaux sociaux et autres. Sinon, le Mali aujourd'hui, ou alors les autorités maliennes, ou alors les Maliens seraient dans un très grand regret. C'est un courage que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, ou alors les autorités ivoiriennes ont de parler d'otages. C'est-à-dire qu'on prend déjà des otages dans un pays, c'est-à-dire on ne vient pas chercher dans votre pays. Ils vont dans un autre pays armés et on va les chercher là. C'est là, dans le pays au Mali, qu'on prend des otages armés, bizarrement. Comme par hasard. Et puis vous exigez subitement la libération. Non, il faut comprendre que en allant à la CEDEAO, c'est encore une autre distraction. Il y a d'ailleurs une réunion qui va se tenir comme par miracle, va se tenir au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire une réunion de la CEDEAO qui doit se tenir déjà de ce côté-là. Et puis n'oubliez pas que l'arrivée, n'est-ce pas, du président Assimi Goïta et celui de la Guinée, et même celui du Burkina, la CEDEAO a pris position. N'oubliez pas que le président Ouattara, ses positions d'antan étaient tranchées. N'oubliez pas ce qui s'est passé, les sanctions économiques, il était question d'asphyxier complètement le Mali, mais ils ont vu bizarrement que le Mali s'en sortait beaucoup mieux qu'avant, et eux, ils étaient en train d'avoir des problèmes. Il a fallu lever un peu le pas, en disant, bon, on lève quand même. Et maintenant, en allant se plaindre à la CEDEAO, c'est pour que la CEDEAO fasse quoi? Sanctionne de nouveau le Mali, ou alors qu'une opération militaire se prépare contre le Mali. Je pense que s'ils essayent une opération militaire, ils n'auront que le regret. Est-ce que ce n'est pas le risque aussi, lorsqu'on connaît un peu la position de M. Maro? Madame Siké, je peux vous dire une chose, je peux vous rassurer d'une chose, les militaires africains ne se lèveront pas pour aller attaquer le Mali. Il y aura une désobéissance des armées. Tenez-vous tranquille là-dessus. Sauf s'ils viennent avec d'autres personnes, d'autres militaires, d'autres contingents qui viendront d'un autre continent. Donc là, purement, c'est une distraction, monsieur Ladan. C'est une pure distraction parce qu'il ne faut pas qu'on parle et qu'on reste sur la plainte du Mali contre la France. Vous voyez qu'en France, on ne fait même pas. Ce n'est pas un sujet. Les médias occidentaux n'en parlent même pas. Il n'y a que des médias africains qui parlent de cette plainte-là. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont pris main dans le sac, mais qui vont réveiller un autre problème qui trouvait déjà solution. Parce que ce problème trouvait déjà solution. Et vous voyez que le président Assimi dit, bon voilà, je n'ai pas de problème d'intervenir même dans le pouvoir, de demander à la justice de sa clémence. Renvoyez-moi juste des gens qui essaient de déstabiliser mon pays à partir de votre pays. Et non, maintenant c'est devenu des prises d'otages et bien d'autres, c'est chacun qui menace, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur des amis pour dire, bon, écoute, donne-moi un coup de main, je t'ai souvent donné un coup de main, donc essaye de menacer aussi de l'autre côté. Voilà. Non, il y a aujourd'hui une libéralisation, si vous voulez, ou alors non, une véritable indépendance qui est en train de se construire en Afrique. On a parlé tout à l'heure du Centrafrique, on parle maintenant du Mali, et ces pays doivent s'attendre à tout.
Parce qu'en réalité, plusieurs États africains seront utilisés contre les démarches ou alors contre les décisions qu'ils ont prises pour l'émancipation de leur peuple. Oui. Mais ces pays doivent résister parce que au-delà des hommes politiques ou des États, des dirigeants des différents pays, il y a les peuples qui les soutiennent. Donc le peuple malien doit savoir aujourd'hui que les peuples africains soutiennent, n'est-ce pas, la démarche, non pas seulement des autorités, mais aussi du peuple malien. Donc ils n'ont pas à fléchir. Ils ont pris des mercenaires, qu'ils gardent des mercenaires, qu'ils les gardent, qu'ils les jugent selon la loi. Si la Côte d'Ivoire n'est pas prête, n'est-ce pas, à demander des excuses comme les excuses qui sont attendues, n'est pas prête à aller dans une voie de conciliation alors que justice s'applique. Très bien. Voilà donc le point de vue du président Matomba. Docteur Yamé Timba, que peut la CEDEAO dans cette affaire? Rien du tout. Et pourtant, elle est saisie. Pourtant, c'est quand même une institution... non, la CEDEAO ne veut rien du tout puisque la CEDEAO ne sait pas ce qu'elle a à faire en ce moment. Est-ce que la CEDEAO ne pourrait pas se mettre dans une position de continuité de ce qu'elle a commencé à faire, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir de Assimi Goïta, elle a pris des sanctions, il y a eu plusieurs réunions pour essayer de trouver des solutions. Finalement, on se retrouve encore avec la brouille entre deux membres quand même faisant partie de cette institution. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut éviter un piège. Celui de nous retrouver opposés entre nous. Oui. Et c'est ça qui plaît aux autres. La CEDEAO, le problème qu'on a, c'est que la CEDEAO, au fond, ne sait pas quoi faire du Mali. Et que chaque fois qu'elle a agi, c'est parce qu'elle a été instrumentalisée. Lorsque le Premier ministre malien revient sur l'instrumentalisation, c'est parce qu'il a en mémoire ce qui s'est passé il y a quelques mois. Je crois il y a cette année ou l'année dernière. Alors la CEDEAO n'a fait qu'être instrumentalisée depuis toujours. Et le Mali souhaiterait que la CEDEAO ne continue pas dans ça parce que clairement la CEDEAO n'a aucun objectif précis par rapport au Mali. Et elle est donc poussée à une surenchère verbale. Et vous savez que la surenchère verbale, c'est le propre de l'Occident. On parle. Et tous ceux qui chez nous ont tendance à se comporter comme ça, ce sont les affidés de l'Occident. Bon, alors, vous me demandez ce que la CEDEAO devrait faire. Il faudrait d'abord qu'elle se reconsidère et redevienne la CEDEAO. Le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas là une organisation qui défend les intérêts des Africains. Lorsque vous êtes une organisation continentale qui prive un pays des ressources dont il dispose pour acheter, pour envoyer les enfants à l'école, pour payer des médicaments, pour payer des fonctionnaires, vous n'êtes pas une organisation sérieuse, vous n'êtes pas une organisation respectable. Et le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que malheureusement la Côte d'Ivoire, clairement, n'a rien à dire. Elle est tombée dans le piège de ce qui est interdit en politique. Ne jamais se faire prendre. 5 mots. Ne jamais se faire prendre. C'est tout. Elle s'est fait prendre. Et comme elle s'est fait prendre parce que c'était une opération qui relève du harcèlement, parce que c'est une opération, si vous voulez, des services de forces spéciales. Donc, qui est une opération de harcèlement du Mali. Il faut harceler en permanence le Mali, ne jamais le laisser en paix parce que en le harcelant, on bouffe le temps du Premier ministre, un temps qu'il aurait pu consacrer pour aller lancer des activités agro-pastorales à Bounti, par exemple. On lui bouffe on bouffe les ressources du Mali parce qu'on va utiliser la télévision pour que le Premier ministre s'exprime sur ce sujet, alors qu'on aurait pu utiliser la télévision pour parler de Tombouctou et de Gao, qui permettrait aux jeunes Maliens de développer leur conscience historique et donc finalement une certaine attitude pour l'avenir, construire l'avenir du Mali. Et donc on continue ce harcèlement. Et la Côte d'Ivoire, là on en parlait en off, c'est clair pour moi et c'est évident, la Côte d'Ivoire doit jouer le rôle de fusible pour ceux qui ont intérêt à ce que le Mali soit harcelé et que le Mali tombe. À qui profite le crime, disent les juristes. Et vous saurez clairement comment ça a été fait, par qui et comment. Il faut savoir à qui cela profite-t-il pour que le Mali soit harcelé. Celui qui est au pouvoir au Mali, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, a absolument tout intérêt à ce que le Mali ne soit pas en paix. Mais lui-même n'est qu'un petit larbin.
C'est un larbin qui n'est pas l'élément essentiel dans le dispositif. Et ça remonte donc un peu plus haut. Et je peux vous assurer que les intérêts du pays qui hier a harcelé, a instrumentalisé la CEDEAO, à savoir la France, sont clairement mis en jeu dans cette affaire. Un jour, nous finirons par savoir qui a eu intérêt, par-delà le fait qu'un certain nombre de présidents, dont certains se proposent pour des médiations pour lesquelles on ne les a pas sollicités, ces chefs d'État-là, nous finirons par savoir jusqu'où allaient ou jusqu'où vont leurs intérêts dans la situation du Mali. Je peux vous assurer d'une chose, vous serez surpris que le scandale nourriture contre pétrole en Irak ou le scandale de la réhabilitation des logements en Haïti seront une simple bagarre de rue devant le derby malien. Parce que la situation à laquelle vous faites face est telle que les gens beaucoup de personnes commencent à se demander, mais si l'ONU ne reconnaît pas ces militaires-là, dit, nous, on n'a pas commissionné ce type de personnes, qu'est-ce que ces gens-là faisaient au Mali? Et pour quelle raison un État supposé sérieux comme la Côte d'Ivoire peut changer de version 11 fois en moins de 2 mois? Pendant 11 jours. Enfin, 11 jours, on changeait tel... L'idée qu'on fait passer, c'est qu'il y a tellement de versions différentes. Un État ne peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. Un État a des protocoles, des procédures. Mais comment se fait-il que là, dans le cas d'espèce, la procédure n'ait pas été appliquée? Mais docteur Yamb, alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, si le Mali sollicite, du moins la Côte d'Ivoire sollicite la CEDEAO, alors qu'il y a déjà une médiation du Togo, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, par hasard, que le Togo n'est pas en train de jouer un certain jeu? Il se trouve que je pense que Faure Gnassingbé, je ne serais pas très surpris qu'il commence à se lasser de ce système. Parce que je ne suis pas tout à fait sûr que... Et c'est pour ça que je vous dis, ne coupons pas les têtes de nos frères. Critiquons-les, ramenons ceux qui peuvent être ramenés à l'ordre. Ceux qui ne le veulent pas, on trouvera le moyen social de les mettre sur le pas. Mais parce que ces gens ne peuvent pas indéfiniment se laisser tromper. Il arrive quand même un moment où les gens se disent, mais attends, il y a quand même des limites à quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Et je soupçonne fort, sérieusement, j'espère qu'il prendra peut-être la peine un jour de s'expliquer sur la question, mais je soupçonne sérieusement le président Faure Gnassingbé d'être un peu là, d'être fatigué de ce système. Sinon, pourquoi la Côte d'Ivoire ne serait pas satisfaite justement de ça? Bien sûr, on comprendrait très bien qu'à ce moment-là, la Côte d'Ivoire se dise, mais le gars, il a viré. Il n'est plus dans la ligne qu'on avait espéré de lui. Soutenir tous azimuts, tout ce que nous faisons, participer à la déstabilisation de la sous-région, maintenir le chaos ambiant de la sous-région qui permet donc son pillage tranquille. N'oubliez pas qu'un pays comme le Mali a exportait parfois jusqu'à 64 tonnes d'or qui pouvaient représenter 2500 milliards de francs CFA, et qui pouvaient représenter 3300 milliards de francs CFA, et que le Mali ne voyait pas le premier COPEC. Ce qui veut dire que il faut continuer à harceler le Mali pour qu'il retombe dans cette situation-là, où les autres pillaient son or, pillaient sa cassitérite, pillaient tout ce qu'il y avait au Mali, et où aujourd'hui on lorgne son gaz et son hydrogène liquide qui ne peuvent plus être exploités comme cela se faisait avant. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, les pays comme celui-là, tout sera mis en œuvre pour que ceux qui ont intérêt, la France, l'ONU, etc., l'ONU qu'il faut d'ailleurs considérer comme une sorte de parti politique international qui intervient partout, dans les élections, dans les problèmes du quotidien, en fait, vous ne savez pas très bien quel est son rôle, mais on finira un jour par le savoir. Il faut bien considérer que, en ce moment, le président togolais doit être fatigué. Il cherche autre chose et l'ONU ne doit pas être très contente parce que si le Mali, si les 46, leur procès a lieu, parce que c'est là le fond du débat, et c'est là la stratégie du Mali, puisque c'est un procès, puisque c'est une affaire judiciaire. Donc, tous les citoyens maliens
auront le droit d'aller assister au procès. Et donc de comprendre et de connaître enfin quel était exactement l'objet de cette... Le monde entier. Merci. Et le monde entier, voilà. Alors, on va donner 1 minute à Issa Diawara, oui, et on revient refermer cette édition. Oui. Issa Diawara, finalement, le dossier malien se présente comme une patate chaude entre les mains de la CEDEAO. Jusqu'où peut aller cette affaire? Juste en 1 minute, vous devez comprendre qu'en réalité, c'est la survie de la CEDEAO qui est engagée dans ce dossier. Et le Mali sait très bien ce qu'il est en train de faire. Depuis le début, M. Bachir, si vous vous souvenez de cela, je vous ai dit que le Mali est en train de mettre la CEDEAO à l'épreuve de la chose. Et les gens pensent, là où les gens pensent que cela va finir, ça va aller bien au-delà. N'oubliez pas, ce qui se dessine en réalité, c'est une CEDEAO aujourd'hui des militaires alliés à la Russie contre une CEDEAO des politiques alliés à la France. En attendant qu'on ait une CEDEAO, bien sûr, des politiques qui va s'allier finalement à la Russie. Les passages ici en Afrique de l'Ouest, je vois que c'est un passage obligé, un passage obligatoire. Il finira par avoir cette CEDEAO des militaires qui est en bras de fer. C'est une guerre froide, si vous voulez, ou bien une guerre ouverte. Il y a les deux à la fois ici en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, le président de la Guinée, Mamadi Doumbia, est sorti faire une déclaration qu'il soutient la position du Mali. Et je vous dis, les militaires là, les 3 colonels de l'Afrique de l'Ouest, bien que Damimba n'est pas encore très sûr, ce sont des gens qui sont en train de s'allier et qui parlent le même langage. Et d'ailleurs, même avec Fort Gnassingbé, je crois qu'ils ont ces liens. Donc je pense que les militaires aujourd'hui aux affaires, face à la menace terroriste au Sahel, pensent qu'ils sont prêts à répondre aux défis plutôt que laisser les politiciens alliés à la France et vouloir répondre aux défis sécuritaires, bien sûr, au niveau du Sahel. Je crois que c'est ces deux tendances-là qui sont en train de s'affronter au niveau de la CEDEAO et je pense que ce dossier risque d'avoir raison même de la CEDEAO. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. Et bien sûr, c'est sur ces propos qu'on va également mettre un terme à cette autre édition de l'international sur For Your Media Africa. Et on remercie le président Bandakani, le docteur Yambetimba, le président Matomba et bien sûr, sans oublier Issa Diawara. D'ailleurs, vous lui avez dit un grand merci. Tous les téléspectateurs, nombreux étaient-ils ce soir encore pour nous suivre. L'équipe technique, bien sûr, Abolo et Son Guijol qui se sont donnés corps et âme pour que cette émission soit ce qu'elle est. Très belle d'ailleurs. Merci messieurs pour les images. C'était Doumbé. On va retrouver nos téléspectateurs certainement samedi pour l'international. Voilà, samedi prochain pour une autre édition de l'international. Merci à vous une fois de plus de nous avoir suivis. Au revoir.